Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Pour commencer, petit retour sur le podcast de la dernière quinzaine avec Alexis. Donc merci pour vos partages sur les réseaux sociaux, ça m'aide à faire avancer et à connaître davantage le podcast. J'ai eu des bons retours, notamment j'ai échangé avec Nils, qui actuellement est chasseur de tête en freelance pour un cabinet anglais, si j'ai bien compris. Et pour l'instant, je mets des grosses guillemets, mais il dépend de ce cabinet pour qu'il réalise ses missions. Et il m'expliquait que ça l'a amené à réfléchir sur un potentiel après, c'est-à-dire bosser en solo sans forcément dépendre d'un seul client. Donc je suis très content de ce type de retour et de ces échanges avec vous. Ça vous amène une certaine réflexion et c'était l'idée principale que j'avais en tête quand j'ai créé le podcast. Merci aussi pour vos commentaires et vos notes 5 étoiles. On est à 11 notes sur Spotify et 13 notes sur Apple Podcast. Donc merci à Rider63, Technophile, QLF69, MaxT42, Matou et LRTJ pour vos commentaires. Ça me fait plaisir et ça m'aide à faire avancer le podcast. Concernant le podcast du jour, je vous l'annonce, il y a du lourd, il y a même du très très lourd. On reçoit Benjamin, que j'ai rencontré à une fête chez mon ami Tony l'été dernier, donc Tony du podcast Une vie de liberté. Je vous avoue que quand j'ai rencontré Benjamin, j'ai tout de suite été très admiratif et impressionné par la personne. Il le détaillera dans le podcast, mais pour résumer, Benjamin, il cumule plusieurs casquettes. Je trouve ça fou. Il est pompier professionnel, il est marchand de biens, il est promoteur immobilier, il est aussi investisseur immobilier. Donc il a un emploi du temps qui est plus que chargé. Il arrive à trouver du temps également pour faire du sport, très régulièrement. Il a de bonnes valeurs, vous le verrez, mais c'est une personne qui est très humble. Réussir tout ce qu'il entreprend, c'est vraiment quelque chose. Mais garder les pieds sur terre comme il le fait, je trouve ça incroyable. On a eu plus d'1 heure d'échange aussi, pendant laquelle on a eu beaucoup de soucis techniques. En fait, on a enregistré le podcast en visio. On a eu beaucoup de coupures. Et à la fin, je sais pas ce qu'il y a eu. Benjamin, il n'arrivait pas à se reconnecter sur la plateforme d'enregistrement. Donc, on a même terminé le podcast au téléphone. J'ai mis le téléphone en haut-parleur pour enregistrer le son. Donc, beaucoup de péripéties, mais on a bien rigolé. Soyez indulgents, j'ai fait au mieux au niveau du montage pour que ça reste un minimum qualitatif en termes de son, et aussi pour qu'on distingue pas trop les coupures. Donc soyez indulgents, hein, je le répète. Merci encore à Benjamin pour le temps accordé et surtout pour ton partage. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour qui, j'espère, vous plaira. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Benjamin. Merci encore d'avoir accepté l'invitation pour partager ton parcours et ton expérience. Salut. Alors avec Benjamin, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. On s'est rencontrés l'été dernier à une soirée chez Tony du podcast Une vie de liberté. Ouais. Et là, je parle en fait à tous les auditeurs. Je trouve que Benjamin, il a un parcours hyper inspirant et incroyable. Donc on va commencer tout de suite. Benjamin, j'aimerais que tu nous dises qui tu es, voilà, ton prénom, ton âge et ta profession ou tes professions. Donc moi c'est Benjamin, je suis content d'être ici. Effectivement, avec Romain, on s'était rencontrés cet été. J'ai 38 ans. Je suis papa d'une petite fille de 5 ans, séparée, comme beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, je suis sapeur-pompier professionnel sur la région lyonnaise et cette année dans l'Est lyonnais. Et j'ai aussi, et c'est aussi mon activité principale, je suis promoteur marchand de biens, investisseur sur Lyon en société. Donc 2 parcours professionnels bien distincts. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait partie de moi. J'ai vraiment 2 métiers bien à part, soit investisseur ou pompier. Et voilà. Ok. Bon, écoute, on rentrera dans le détail par la suite. Ouais. Mais avant, j'ai 2 questions à te poser que je pose à chaque invité. Première question, j'aimerais que tu nous dises si, au cours de ta vie, il y a une ou des personnes qui t'ont inspiré, et si oui, pourquoi? Alors oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré au cours de ma vie. J'ai eu la chance de rencontrer un de mes associés qui est toujours mon associé aujourd'hui. On s'est rencontrés par un cercle d'amis. Okay. C'était un mec qui était tout feu tout flamme, et finalement moi à l'époque j'étais déjà chez les pompiers et j'avais envie d'entreprendre dans l'immobilier, et j'ai rencontré cette personne qui était beaucoup plus avancée que moi et beaucoup plus jeune, presque avant ses 18 ans.
Et je me suis dit, mais on comprend pas trop ce qu'il fait. Je le voyais tout feu tout flamme. Et puis on s'est rencontrés et il m'a dit, écoute, voilà, en fait j'ai démarré comme toi, je connaissais pas grand chose. Et crois en toi et tu verras, tu verras que c'est un enchaînement de rencontres qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là et tout le monde peut y arriver autant et t'es bien meilleur que moi, il m'avait dit à l'époque. Pour autant il me connaissait pas. Il m'a dit je vois que t'es bien meilleur que moi et du coup tu auras aucun mal à comprendre. Et et voilà et il avait pas forcément raison sur le fait que j'étais meilleur que lui, mais en tout cas ça m'a donné l'envie d'y aller, de me dire bah finalement pourquoi pas moi, et parce qu'on a tous le syndrome de l'imposteur quand on démarre une activité ou soit professionnelle, sportive ou autre. On démarre toujours tout en bas et ça m'a beaucoup inspiré. Et puis après tu rencontres aussi des gens soit de différents univers, soit que tu rencontres physiquement, soit que tu vois et qui peuvent t'inspirer. Euh, Moi c'est vrai que je vois quelqu'un comme Elon Musk qui pour moi est quelqu'un de hyper inspirant aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui se met aucune barrière, même il peut être décrié et Ouais. l'objet de plein de critiques autres d'ailleurs, mais tu arrives à te dire que tout est possible et que finalement les seules barrières que l'on peut avoir c'est celles que tu te mets toi-même. Euh, Très clairement aujourd'hui on peut renverser des montagnes, il faut juste le vouloir et y aller quoi. Eh ben écoute, hyper intéressant, tu vois, hyper intéressant. Mais Mm. en tout cas, voilà, on retiendra plusieurs personnes, dont ton associé qui t'a boosté pour ton activité actuelle. Ouais, et puis j'ai envie de dire, j'ai une autre personne que tu connais aussi Ah, qui m'inspire beaucoup, c'est Tony, oui. euh, que j'en parlerai pas longtemps, mais que j'ai rencontré dans une autre vie. Et j'étais déjà promoteur marchand de biens, il travaillait sur mes chantiers, donc il m'employait, et puis j'ai bien vu cette période un peu compliquée qu'il a vécue pour ceux qui le connaissent. Et puis je l'ai revu un jour où il était reparti finalement de mon côté à moi, donc en promotion marchand de biens. Euh, et c'est vrai que c'est des gens qui sont hyper inspirants parce que tu les rencontres à un moment de ta vie, ils peuvent être une personne et ils sont pas forcément dans de dans de bonnes dispositions et tu les revois après et les mecs ils se sont bougés, ils sont retroussés les manches et ils ont avancé quoi. Parce que finalement on est souvent inspiré par des gens qui ont fait que réussir. Je dirais que c'est facile de voir les personnes qui ont fait que réussir, mais des gens qui ont mis un genou à terre ou les deux genoux à terre et qui sont relevés, je trouve ça hyper enrichissant et source d'espoir quoi, parce qu'on a tous des moments difficiles et quand tu vois ça tu dis ok on peut faire pareil quoi. Et je suis pas forcément inspiré que par les gens qui réussissent C'est quoi. ça. C'est ce que je voulais dire. Ok. Bon, écoute, Tony fait partie aussi, enfin Tony et Yann, ils font Mm, partie en fait des mm, personnes qui m'ont inspiré, et qui du coup m'ont motivé, tu vois, à lancer bien ce sûr, podcast pour bien sûr. la petite info. Ok. Bon, écoute, merci pour ton retour. Deuxième question. De par ton éducation, que ce soit tes parents ou Oui, ta famille en règle générale, quelles valeurs t'ont été transmises auxquelles tu tiens encore aujourd'hui? T'en as une ou deux comme ça. ok. Question super compliquée pour moi parce que je pense que la personne que je suis aujourd'hui, que ça soit dans les points positifs ou négatifs, est beaucoup liée à l'enfance que j'ai pu avoir. Juste pour te donner le contexte un petit peu, moi j'ai Hmm. grandi à la campagne dans un petit village de 170 habitants à côté d'Auxerre. Euh, Ok. Mon père était ouvrier dans l'agriculture, s'occupait de la ferme de mes grands-parents agriculteurs. Donc j'ai aussi toujours vu mon père faire deux travails Ok. et travailler du lundi matin au dimanche soir, si je peux caricaturer, mais c'est un peu ça. On le voyait très peu. J'ai deux sœurs, on le voyait très peu. Et éducation un peu à l'ancienne, donc maman à la maison, très présente, très protectrice, très dans l'éducation, et papa au travail. Et c'est vrai que quand j'étais petit, déjà j'étais l'aîné de la famille. Donc famille campagnarde, t'es l'aîné, tu dois montrer l'exemple, tu dois voilà, t'as pas le droit de te plaindre, pas le droit d'avoir forcément d'émotions. Euh, et c'est vrai que j'ai grandi de manière un peu rustre, où il fallait tout le temps réussir, tout le temps être le meilleur à l'école, toujours essayer de performer, mais sans pour autant qu'on me dise ok c'est bien ce que tu as fait quoi, tu vois.
sans forcément avoir la reconnaissance derrière. Euh, Par contre, j'ai eu le goût du travail très jeune. Ok. Parce que voilà, mon père m'emmenait souvent à la ferme ou me sollicitait beaucoup. On était en maison avec un grand terrain, donc pour faire du jardinage, pour faire de l'entretien, des choses comme ça. Donc quand j'avais 8-10 ans, moi j'ai passé mon enfance dehors, Ok. à travailler. Les loisirs, hein, c'était pas jeux vidéo ou autre. Forcément, j'ai joué aussi comme tout le monde au Lego, ou des choses comme ça, mais éducation comme ça. Donc les points positifs, c'est que ouais, aujourd'hui, je pense que je suis assez courageux euh, et j'ai le goût du travail, de la difficulté. Ça me fait pas peur. J'ai l'habitude de ça, de travailler. J'ai vu aussi mes parents toujours travailler, parce que ma mère, c'est pas parce qu'elle était à la maison qu'elle faisait rien. On était 3 enfants, donc il y avait pas mal de Du choses, boulot. pas mal de boulot. Ils m'ont toujours poussé. Donc aujourd'hui, j'ai gardé ça dans le sens où j'ai pas peur de me dire tu y arriveras pas. Parce que quand tu viens de la campagne et que forcément les gens que tu côtoies, ils ont pas forcément un super travail ou un travail, on va dire, d'un niveau social très élevé, parce que l'industrie ou l'écosystème fait qu'autour il y a pas. Euh, j'ai jamais eu peur de me dire, ben franchement, tu y arriveras, ou t'arriveras à être comme les gens de la ville, avoir un super boulot, ou avoir un bon salaire ou autre. Euh, je me suis toujours mis des objectifs et mes parents m'ont toujours poussé en ça. Même si quand j'y arrivais, ils me disaient pas forcément OK, super, t'as réussi. Ils me disaient ah ouais, OK, c'est bien, bah tu peux mieux faire quoi. On sait que tu peux aller à l'étape d'après. Mais J'ai tu sais que ça, c'est quelque chose, c'est fréquent chez les aînés. Parce que ouais, moi, c'était pareil, tu vois, ouais, c'est la même éducation. ouais, Ils sont plus stricts avec toi et plus ouais, durs. Et ouais, les suivants, après, ils sont un peu plus cool. ouais. Et ça, c'était l'éducation de mes parents, et après j'ai eu l'éducation de mes grands-parents, parce que j'étais souvent chez eux, où là c'était juste Ok? trouve un travail, une maison, une femme, fais un garçon parce que t'es le dernier porteur du nom, donc ça c'est important. Et puis finalement, si t'es pas heureux, c'est pas grave, mais au moins t'auras une maison, un travail, des enfants, et il y aura on perpétuera le nom, quoi. Donc j'ai grandi un peu dans cette ambiance, à montrer aussi l'exemple pour mes sœurs, euh, même si Ok. aujourd'hui je sais pas si je suis un exemple, mais peu importe. Voilà, mais ce que j'en ai tiré, oui, c'est le goût du travail, c'est de pas lâcher, de pas se plaindre. Euh, Même si aujourd'hui j'ai appris aussi à avoir des émotions, et je suis différent aussi de l'éducation que j'ai eue, ce qui est normal. Mais ça a été hyper enrichissant, et je suis très content d'où je viens, et je pense que j'ai plus de, alors j'ai pas la prétention d'eux, mais j'ai plus de mental, et je suis capable d'aller plus au fond des choses, et quand ça pique, c'est pas grave. Demain sera meilleur. Je vois tout à fait. Ok, bah écoute, Voilà. hyper intéressant. On va dérouler un petit peu maintenant sur en fait, sur ton parcours pro. Donc là, à l'heure Ouais. actuelle, t'es pompier pro sur Lyon. Ouais. Mm. Mais on avait échangé en off, où auparavant, tu avais eu une multitude de jobs, tu m'avais dit, Ouais. multitude Ouais, exact. Exact. de vie de salarié. Est-ce que tu voudrais décrire, je sais pas, un ou deux jobs ou plutôt atypiques, ou alors où t'as un petit peu galéré, ou tu sais, des expériences que t'en as tirées. Allez, au moins un, tu vois. Un Ouais, job. alors j'en ai plusieurs, juste pour te donner un peu le comment dire, l'écosystème. J'ai commencé à bosser à 14 ans, Ok. tous mes week-ends, mes vacances et autres, parce que mes parents me donnaient pas du tout d'argent. Du coup, j'ai bossé pas mal dans l'agriculture, que ça D'accord. soit dans les vignes, que ça soit dans des caves à faire de la mise en bouteille. Voilà, donc ça, c'est pour moi, c'était hyper enrichissant, parce que je passais euh, je passais des étés à cueillir les cerises, pour te parler de ça. Et là déjà j'avais l'âme de l'entrepreneur, parce que j'étais allé chez un de mes voisins qui avait une culture de cerisiers, et tous les mecs étaient payés à l'heure. Et moi je lui ai dit, en fait, moi Ok. je vais te payer à la tâche, à la cagette. Ah, Voilà, parce intéressant. que parce que j'avais remarqué que les mecs étaient pas très efficaces, tu vois. Ils faisaient leur travail, ils étaient payés à l'heure, mais du coup ils avaient pas forcément envie. Et que moi j'essayais de mettre mon temps à partie pour faire du rendement. Parce que j'avais les vacances, c'était pas toute l'année, et forcément les cerises c'est une période bien précise. Et je lui ai dit, paye-moi la cagette. Il m'a dit, ok, je te paye à la cagette, mais par contre tu me la remplis pas de cailloux, quoi. Parce que forcément c'est pas le but. Et je lui ai dit, ok, fais-moi confiance. Et en faisant ça, j'ai arrivé à gagner 2 fois plus que les autres.
J'arrivais à gagner, je crois qu'à l'époque, j'arrivais à gagner à peu près 30 € de l'heure en cueillant des cerises, à tel point que j'ai dû faire 3-4 ans chez lui, que les années d'après, j'avais même plus besoin qu'il y ait tout le monde sur place, c'est-à-dire il me faisait confiance, il m'amenait la palette de cagettes, les mecs ils arrivaient, je sais pas, à 7-8 heures, moi j'étais là depuis, parce que la cueillette des cerises c'est plutôt le mois de juin, donc il fait jour tôt, moi j'arrivais à 5h30 du matin, il faisait à peine jour, je commençais à cueillir, fallait empiler quoi, donc je cueillais des cerises toute la journée, je faisais des très grosses journées, et ça a été une super expérience parce que du coup je gagnais, j'arrivais à bien gagner ma vie, le gars me faisait confiance, il me laissait en totale autonomie, et ça a été une super expérience, sauf le jour où je suis tombé dans un cerisier où j'étais tout seul dans la culture et je suis resté coincé dans l'arbre peut-être une demi-heure, coincé entre entre deux branches par le bassin, et je me suis dit oulala, grosse galère. Donc ça a été un boulot qui a été super enrichissant, qui était dur, mais où j'ai compris aussi que j'avais le goût d'être efficace et de gagner de l'argent et finalement pas envie de faire comme tout le monde. Ça a été une bonne expérience. Tu m'as dit un boulot, mais j'ai peut-être le droit d'en Ah évoquer oui, bien sûr, plusieurs. Ok. bien sûr. Le deuxième qui m'a marqué, j'en parle souvent, c'est que je m'étais fait embaucher sur l'autoroute à l'Arche Restauration. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Il y avait des stations d'autoroute, ça s'appelait l'Arche, et je m'étais fait embaucher en travail d'été, donc comme saisonnier. Et t'arrivais, là, il y avait un planning, tu faisais les petits déjeuners. Donc tu connaissais rien, hein, je veux dire, mais t'arrivais, t'étais chef cuistot, tu préparais les petits déjeuners. 2 heures après, tu nettoyais la salle. Et le job qui m'avait surtout marqué, c'était la partie lavage des sanitaires, donc vers 15 heures. Donc je te laisse imaginer le truc, un 15 juillet à 15 heures quand tu vas nettoyer les sanitaires. Je vois, ouais. D'ailleurs, j'ai découvert que les sanitaires femmes étaient plus sales que les sanitaires hommes. Et je me rappelle, à chaque fois que je le faisais, j'étais avec une dame qui, elle, était embauchée à l'année, qui avait peut-être 50 ans. Et elle me voyait en galère, et je me rappelle d'une conversation où elle m'avait dit, écoute, ok, ces toilettes-là, je vais les faire. Et franchement, travaille parce que sinon, tu vas faire ça toute ta vie, et ça va être dur. Et c'est vrai que je m'étais dit, ouais, ok, il y a quand même Je des peux pas boulots faire qui ça. sont hyper difficiles, et à la fois c'est le genre de travail où tu te dis bon ok, il faut que je travaille et que je me bouge pour essayer d'avoir un métier qui me corresponde, et à la fois tu te dis aussi bah il y a des gens qui ont des métiers qui sont pas faciles, et et il faut quand même respecter quand tu vas à un endroit de laisser à peu près propre, parce que derrière il y a quelqu'un qui passe quoi, que ce soit quelqu'un qui va réutiliser ou quelqu'un qui va venir nettoyer, et ça on le pense pas assez souvent. Tu vois. Il y en a un paquet qui le pensent pas, malheureusement. Donc voilà, j'ai fait ce boulot-là. Après, j'ai fait d'autres travails. J'ai bossé à l'usine. Je faisais de l'emboutissage de pièces et du pliage. Ça, c'est quand je fais mes études dans l'industrie. Et puis après, je suis venu sur Lyon, et là, ça a été des emplois différents et plus en rapport avec ma formation professionnelle. Mais voilà, c'est vrai qu'en boulot d'été, je trouve que c'est une école de la vie, parce que tu fais un peu tout et n'importe quoi, et je trouve dommage aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui font ce genre de travail, et Mm. ça t'apprend énormément quoi, sur toi, sur ce que tu as envie de faire plus tard, et surtout sur ce que tu veux pas faire. Puis ça t'apprend que l'argent, ça court pas les rues, donc des Ouais, jobs ça, comme ça. Alors il y a pas de sous-métier, mais tu vois, c'est quand même des non, métiers qui sont difficiles, des métiers ouais. qui sont compliqués, et quand tu vois à la fin du mois ton salaire, tu te dis putain merde. Ouais, et puis finalement, c'est des métiers où t'arrives, tu pointes, tu crois que tu fais 35 heures, mais en fait, il y a des pauses de 2 heures dans la journée. Donc finalement, tes 35 heures se transforment en 45 heures de temps de présence au travail. Et puis, socialement, tu rencontres pas forcément énormément de monde. Du coup, t'es dans un truc un peu pas malsain, mais ouais, c'est compliqué de s'en sortir, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai bien conscience de ça, et c'est ce qui me permet aussi de pas dénigrer les gens, et te dire que bah on n'a pas forcément tous la même chance, on n'a pas forcément tous les mêmes capacités, parce que c'est aussi une question de capacité, et que c'est soit à un moment donné tu te retrousses les manches, soit pas. Mais je pense que ça vient beaucoup aussi du milieu social d'où tu viens, parce que si t'as 300 balles d'argent de poche à 18 ans, t'as pas envie d'aller nettoyer les toilettes le samedi, quoi, entre Non, guillemets. t'auras pas envie, ça c'est sûr. Donc Exact. voilà. Et euh, et du coup, donc pompier pro, comment t'as fait le Ouais. relais en fait entre ces jobs et pompier pro? Il y a Alors des formations, des ouais.
Alors je t'explique, moi j'étais sur Auxerre, pas forcément trop de perspectives de formation, pas beaucoup de débouchés. En même temps, les gens que tu côtoies, soit ils sont dans l'agriculture, soit il y a le médecin du village, l'infirmier ou l'instituteur. Du coup, il y a pas tellement il y a pas un panel d'emplois très large. Donc par tes relations, tu vois pas trop. Je suis allé sur Lyon, j'ai fait un DUT et une licence en ingénierie d'études mécaniques à l'UTB à Villeurbanne. Donc ça, c'était pour faire de la conception de machines industrielles. Ok. En gros, t'es en bureau d'études, on te dit bah voilà, il faut fabriquer tel produit. Et ben, t'es dans une équipe avec un chef de projet, et tu dois fabriquer la machine qui fabrique, je sais pas, la paire de skis ou autre chose. Donc j'ai fait cette formation. Je te cache pas que j'ai toujours été assez doué à l'école sans trop travailler, vraiment sans trop travailler, voire sans travailler du tout. Donc j'ai fait ces études, ça roulait. Je me suis pas trop posé la question de est-ce que j'allais réussir. Donc je savais que ça allait le faire. Juste la question c'était combien j'allais être classé. Euh, Notamment pour mes parents, tu vois, ils me payaient pas des études pour que je sois avant-dernier. Euh, et pour autant, j'ai dû finir dans les 10 premiers, mais c'était pas assez, tu vois, j'aurais pu mieux faire. Donc j'ai fait ces études-là. Ça me plaisait pas trop, mais j'avais pas encore une vision de tout ce qu'on pouvait faire. Donc j'étais dedans, je savais pas trop pourquoi, mais bon, j'étais là. Je suis parti travailler sur Clermont-Ferrand chez Michelin. En conception de machines industrielles, super intéressant. J'étais dans à l'usine des Carmes, qui existe toujours, et on fabriquait les machines pour faire les pneus de Formule 1. Donc petite équipe, débouché, enfin la finalité hyper intéressante. Mais malgré tout, j'étais pas épanoui parce que ma vie d'aujourd'hui est aussi liée à ça. Je suis quelqu'un d'hyperactif, vraiment hyperactif. J'ai eu du mal à m'en rendre compte aujourd'hui. Je le sais. Fut un temps, j'ai cru que c'était une maladie, mais aujourd'hui, j'ai compris que non, et qu'il fallait faire avec, et qu'on était tous différents. Donc hyperactif, et je sortais du boulot, j'allais courir, le midi j'allais courir, des fois je mangeais pas, fallait que j'ai une activité physique. Et fin de les 2 ans, j'étais en CDD, et là, je suis reçu par un des directeurs au-dessus, Ok. qui me dit ok Benjamin, on est super content de toi, l'école, parce qu'il m'avait payé une formation en alternance aussi avant. Donc la formation en alternance, ça s'est très bien passé, on était très contents, et les 2 années en CDD derrière, hyper content, on veut te garder, on te propose un super poste, et franchement le poste en or, quoi. Enfin, un bon salaire, un bon service, l'environnement de travail, mais préparer le poste et tout. Enfin, les mecs, pour eux, lundi je signais, quoi. Et ça, c'était le jeudi. Et moi, presque je prends une crise d'angoisse après le rendez-vous. Je me dis mais Ah ouais. ça va pas finir comme ça, quoi. Parce que Michelin, donc Clermont-Ferrand, Michelin, tu rentres dans la boîte, t'as t'as tout à disposition. C'est-à-dire que tu peux acheter une maison avec eux, tu peux mettre tes enfants dans leur école. Ok. Tous les mardis, jeudis, il y a des soirées d'entreprise. Tu te trimbales dans la ville, il y a des boutiques Michelin. Enfin, c'est très corporate. Et moi, à l'époque, j'ai eu peur, et j'avais surtout mon maître de stage 2 ans avant qui me dit, écoute, Benjamin, moi, ça fait 50 ans que je suis dans cette entreprise. Je connais pas le reste, en fait. Voilà, peut-être que j'aurais dû partir à 20 ans, je sais pas. Et moi, j'étais un peu tout feu, tout flamme. J'avais envie de faire plein de choses, beaucoup de sport. J'étais semi-pro en vélo à l'époque, donc je faisais beaucoup de sport, et D'accord. j'en avais besoin. Ah ouais. Et je fais cet entretien, et je me dis, un poste rêvé, mes parents, ils vont être super contents, trop bien. Et ça me plaisait pas. Et pour en revenir aux pompiers, ça faisait 2 ans que j'essayais de rentrer sur Lyon en tant que pompier volontaire dans une caserne, euh, parce que j'avais fait une chute de vélo 2 ans avant, et les pompiers m'avaient dit ouais, on cherche des mecs sportifs un peu comme toi, est-ce que tu veux rentrer? Et je leur avais dit ok, sauf que comme j'habitais pas sur Lyon, j'étais sur Clermont, ils comprenaient pas qu'ils allaient peut-être embaucher un mec qui allait pas venir, et moi je leur disais vous m'embauchez en tant que pompier volontaire, je déménage, je reviens à Lyon pour rentrer dans votre caserne. Tu vois, j'étais motivé à ça. Et Ok. jeudi, je fais l'entretien dans ma boîte, ça va pas trop. Le vendredi, j'appelle un de mes meilleurs potes à l'époque, je lui raconte le truc, et il me dit, écoute Benjamin, il était pompier volontaire lui en Corse, et il me dit, écoute Benjamin, tu sais quoi, dis non, tu vas à Lyon, tu rentres pompier volontaire, et puis tu vois quoi. Et en fait, il m'a juste dit ce que je pensais depuis 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 la veille, et j'ai presque eu une crise d'angoisse, je te jure, j'étais vraiment pas bien. Et le lundi, je vais au boulot quand même, et je dis au gars, en fait, je vais pas accepter le poste, quoi.
Et je lui dis clairement, je vais en fait, il me dit mais pourquoi? Je lui dis mais en fait ça me convient pas. Je vais aller à Lyon, je vais rentrer pompier volontaire. Il me dit mais le boulot, je lui dis je sais pas, on verra, mais en tout cas, enfin moi je savais que je trouverais autre chose. Et du coup, je suis parti, je suis revenu à Lyon, je suis retourné dans la caserne qui était Villeurbanne-la-Douai à l'époque, et je leur ai dit je vais repasser les tests. Ils m'ont dit ouais mais ça fait déjà 3 fois, on vous a dit que. Je lui dis en fait je viens de démissionner de mon travail à Clermont-Ferrand pour venir parce que je veux faire ça. Et ils me disent ok, je pense qu'ils ont dû se dire lui il est un peu fou. Et j'ai passé les tests. Volontaire, c'est très bien passé. J'ai attaqué la formation et au bout d'une semaine, je me suis dit en fait je veux faire un pompier professionnel. Ça a été vraiment, s'il y a eu une évidence dans ma vie, ça a été celle-là. J'ai dû passer le concours 1 an après. Je l'ai eu très facilement parce que je faisais beaucoup de sport et puis que ça a été facile pour moi, mais un peu comme dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors après, je sais pas si c'est parce que je vais dans des choses où je sais que je vais y arriver et que je sors pas de ma zone de confort peut-être. Mais en tout cas, je suis rentré pompier professionnel en 2008 et depuis, donc ça commence à remonter. Et depuis, c'est une passion pour moi à tel point que quand j'en parle, alors déjà je suis passionné, on pourrait faire 10 podcasts là-dessus si tu veux, mais c'est pas le sujet. Quand je vais au travail, à la caserne, pour moi je vais pas au travail, j'ai une passion qui est prenante. Je vais voir mes collègues qui sont mes copains, tu vois. D'ailleurs, souvent je dis tiens, ce soir je suis avec les copains, je dis pas je vais au travail, mais mes amis ils comprennent ce que je dis. Et pour moi c'est un travail qui est hyper épanouissant, qui est hyper enrichissant d'un point de vue personnel, le rapport avec les gens, avec tu vois sur intervention et autres. C'est un boulot où tu vas, t'as pas d'objectif financier. Finalement, tu viens à la caserne, tu dois démarrer à 1 heure, t'ouvres ton casier, t'as fini, t'as fermé ton casier, et tout ce qui s'est passé entre, c'est que du bonheur, socialement, avec tes collègues, tu fais du sport, enfin, bref, pour ceux qui connaissent, ils comprendront. Donc ça a été une révélation. Pour autant, quand je ferme mon casier, c'est terminé. C'est-à-dire que je vis pas pompier en dehors, j'ai peu d'amis pompiers, je suis pas dans ce truc-là, tu me croises dans la rue, tu dirais jamais que je suis pompier. Et malgré tout, donc je suis rentré pompier, j'ai réussi à avoir mon côté, on va dire dynamique, terrain, et tout de suite m'a manqué le côté intellectuel, tu vois, le côté réflexion intellectuelle et autres, et je savais depuis toujours que je voulais être entrepreneur, et je crois que l'année où je suis rentré pompier, j'ai dû créer ma société en même temps dans l'immobilier, dont on parlera certainement après dans tes prochaines questions. Mais voilà, et je dirais que oui, aujourd'hui, les pompiers, c'est un peu mon fil conducteur de ma vie, le truc où quand ça va pas, je vais à la caserne, je retrouve mes copains, je fais mon sport, et je me suis posé plusieurs fois la question d'arrêter ou pas. Aujourd'hui, je pense que oui, je pourrais diminuer. J'ai eu quelques bons soucis de santé qui ont fait que j'ai arrêté pendant quelques mois, et ça m'a très clairement manqué, et aujourd'hui, c'est un truc qui fait partie de moi, dont j'ai besoin, quoi. C'est un peu ma drogue, voilà. Ouais, ça fait Pour partie de résumer, ton équilibre. Ouais, c'est mon équilibre, comme ma fille peut être mon équilibre, c'est mon équilibre, et je le regrette pas du tout, et c'est pour ça que à un moment j'ai pris un tournant dans mon parcours professionnel. Peut-être qu'aujourd'hui je serais toujours chez Michelin, et je dirais peut-être à un jeune qui rentre, écoute, ça fait 30 ans que je suis là, 20 ans que je suis là plutôt, j'aurais eu ton âge, j'aurais peut-être essayé de partir, je pense que j'aurais pu lui dire ça, et j'ai fait le choix de partir, mes parents n'ont pas compris, on t'a payé des études, un logement à Lyon, à Clermont-Ferrand, t'as une licence, t'as un super travail, et toi t'es parti faire pompier. Aujourd'hui ils comprennent, mais je peux te dire, quand j'ai arrêté, que je suis rentré volontaire à Lyon, tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, quoi. Voilà. Mais bon, je regrette pas du tout. Bah écoute, hyper inspirant, et du coup donc 16 ans que t'es au pompier là depuis 2008. Tu dis que t'as créé du coup ta boîte quasi l'année l'année d'après où tu es rentré au pompier, c'est ça? Ouais. Ouais, en fait, si tu veux, donc je t'ai parlé tout à l'heure dans les personnes qui m'inspiraient de mon associé, donc qui s'appelle Nicolas. S'il écoute le podcast, il sera content que j'ai pensé à lui. Je suis revenu sur Lyon, je l'avais rencontré peut-être 3-4 ans avant.
Je suis revenu sur Lyon et puis la première année, je suis quelqu'un, t'as compris, de très hyperactif, donc les pompiers te gardent de 12 heures, t'as beaucoup de temps libre. Et moi, quand j'ai du temps libre, je réfléchis, tu vois. C'est-à-dire que mon cerveau, il se repose pas. Et je suis toujours dans la réflexion et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc la première année, juste avant de créer ma boîte, j'ai bossé avec un ami qui lançait sa boîte en charpente. Donc Thibaut, qui lançait sa boîte en charpente, avec qui je m'entendais très bien. Il m'a dit, j'ai besoin d'un salarié pour démarrer parce que je sais pas trop où je vais. Toi, t'es pompier, donc je te prends. Il m'a pris 6 mois. Super bien passé. Il était très content. Il voulait m'embaucher en CDI, mais c'était pas possible. Et moi, j'avais revu Nicolas. Et Nicolas, à l'époque, était agent immobilier et faisait du marchand déjà. Et me dit, écoute, en fait, j'ai bien aimé nos conversations. Je sais que l'immobilier, ça te plaît. Ça me plaisait vraiment. Je savais pas qu'est-ce qui me plaisait dans l'immobilier, mais je savais que ça m'intéressait, tu vois. Le bâtiment, la cire et autres. Okay. Et il me dit, écoute, chez c'était Sim Immobilier à l'époque, on cherche du monde, si tu veux, on me prend en agent immobilier. Okay. Moi, je lui dis, franchement, je suis hyper mauvais communicant. J'étais très timide à l'époque, très introverti. Je lui dis, ok, mais par contre, je suis pas sûr d'y arriver. Du coup, je monte ma petite structure, Je rentre dans cette boîte et je me mets à essayer de faire de la transac. Donc, je passe 6 mois, je rentre des mandats et autres, et je fais 0 vente. Quand je te dis 0 vente, vraiment rien, pas d'offre, que dalle. Au bout de 6 mois, donc je me dis là, il y a vraiment un truc qui fonctionne pas. Et pendant ce temps-là, donc je me formais à la transac, et c'est là où j'ai compris que c'était pas mon truc, et aujourd'hui, c'est clairement pas mon truc, c'est pas mon point fort. Et avec Nicolas, on allait des fois sur ses chantiers, et il m'emmenait dans des trucs, et il me disait, j'ai acheté ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Le mec, il me raconte pas tout, en fait. Il a acheté un immeuble de 4 appartements. On avait 23 ans, tu vois, 23, 24 ans. Et je me dis, c'est pas possible. Comment il a fait Voilà, je comprenais pas trop ce qu'il faisait. Et c'est vrai que quand on explique le marchand de biens et la promotion à quelqu'un qui ne fait pas ça, c'est dur. C'est difficile à ce que la personne en face comprenne réellement l'activité. Et du coup, il me montre ça et il me dit, j'aimerais bien qu'on fasse un dossier ensemble. Je dis, ok, super. Et on va voir un dossier à l'époque. Le premier dossier, c'était un dossier de construction de maisons individuelles. On démarrait déjà sur un truc assez costaud. Et on tombe sur un mec véreux qui voulait nous vendre le dossier. Il s'est dit, tiens, je vais vendre à des petits jeunes. Et on a failli se faire avoir avant le compromis. Mais vraiment, ça a été loin. On est allé voir la banque et tout, on avait des financements. Et en fait, il y avait un problème sur le terrain. Et on n'a pas signé. Et là, Nicolas, qui est un mec très droit, il me dit, écoute, je t'ai proposé une opération, on a failli se faire avoir, tu sais quoi, on va en faire une autre. Je m'engage à ce qu'on fasse une autre opération. Et on n'a pas fait une opération de marchand ensemble. Il avait acheté un immeuble et il m'a vendu un appartement dedans où j'ai tout refait de A à Z. Et c'est ça c'est là où j'ai vraiment démarré le marchand, parce que j'ai revendu. Ça a été le point de départ. Donc là, peut-être là, au bout d'un an et demi où j'étais rentré chez les pompiers. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été une révélation. Je savais pas comment j'allais faire pour arriver où j'en suis aujourd'hui, même si j'imagine même pas arriver où j'en suis aujourd'hui. Mais je me suis dit, ok, t'as pu acheter un appart, t'as pu le revendre, faire des travaux, la banque elle t'a prêté, t'as un mec qui t'a fait confiance, que tu connais un peu mais pas beaucoup, c'est un ami mais tu connais jamais vraiment les gens. Et je me suis dit, ok, ça devient possible quoi. Il y a déjà 2 ans, t'es rentré pompier, personne n'y croyait. Aujourd'hui, tu viens de faire ça. Pour la petite histoire, l'appartement, j'avais pas de thunes, donc je vais à la banque elle me fait un crédit voiture. Ok, parce que c'était quoi, tu l'as fait en nom propre alors du coup alors ouais, je l'avais fait en nom propre. Je prends un crédit voiture, donc je lève 20 000 euros. Et la même banque me prête en gros pour acheter l'appart avec un apport de 20 000 euros, tu vois. Ok. Donc ça se fait plus, aujourd'hui, ça se fait plus, mais ça peut encore se faire, je pense. Tu vas dans une banque, tu prends un crédit voiture, tu l'achètes pas, et tu vas dans l'autre et ça te fait ton apport. Faut pas trop le dire parce que le but c'est pas que les gens ils s'endettent et qu'ils parlent dans des délires, mais en tout cas j'ai démarré comme ça. J'avais ma structure à côté sur laquelle j'encaissais un petit peu de prestations et j'ai démarré comme ça. Et puis au fil du temps, ça a grossi. J'ai Nicolas qui est un mec encore aujourd'hui qui est beaucoup physionomiste et qui
rencontre quelqu'un et qui se dit tiens, ok, le mec il a l'air brillant, où est-ce que je vais pouvoir l'emmener et où est-ce que je vais pouvoir l'emmener en restant avec lui, tu vois, c'est-à-dire en prenant des parts, ou il est très comme ça. Et moi ça marchait bien, on avait fait une ou deux opérations ensemble, et il me dit écoute, j'ai un mec sur Lyon, j'ai un gars sur Lyon qui est bien plus âgé que nous, qui veut bosser avec moi, mais je me sens pas de bosser avec lui tout seul, donc je vais te le présenter. Et donc ça c'était en 2012, donc tu vois, je rentrais pompier 2008, c'était 2012, donc j'avais fait déjà 3-4 ans un peu de marchand, avec quelques opérations, j'avais peut-être déjà gagné, je sais pas, 100-150 000 euros, tu vois, peut-être un petit peu plus, donc c'était très bien. Et je rencontre ce mec à Lyon, très charismatique, avec qui je suis encore associé aujourd'hui, mais qui ça s'est mal passé, mais on pourra peut-être en parler après, mais dans mes retours d'expérience. Et du coup, le mec, je le rencontre, très charismatique, costume 3 pièces, tu vois, vraiment le gars qui impose. Et je me dis, mais jamais il va me faire confiance, quoi. Et on finit le rendez-vous, il me dit, écoute, tu sais quoi, trouve des opérations immobilières, une opération, il me dit, et quand t'as trouvé, tu reviens et on voit ce qu'on peut faire. Et moi, je me dis, dingue, j'arrive de la campagne, j'ai rien, enfin, tu vois, j'ai aucune carte de visite et tout, le mec, il me dit ça, quoi. Et je reviens 6 mois après avec 3 opérations. Ok. 3 opérations. C'était des apparts ou des non, il y avait un lotissement de 4 lots à côté de Villefranche, un truc à 200-300 000 euros. Un deuxième lotissement pareil, et je reviens avec un dossier pas loin de Lyon à 1,4 million. Donc moi, insensé, hein, t'as 100 000 balles en poche, tu viens d'un endroit où les maisons ça coûte 150 000 euros à la campagne, et je reviens avec presque 2 millions de dossiers. Et le mec, je rentre dans son bureau, je lui sors le truc, et il me regarde, il me dit alors déjà je pensais que t'allais pas revenir, je pensais que j'allais jamais te revoir, et toi tu reviens avec 3 dossiers, quoi. Et il me dit bah ok, on s'associe, je mettrai de l'argent, et puis voilà. Donc on a créé une autre structure ensemble, qui existe encore aujourd'hui, qu'on est en train de fermer, et j'ai vraiment démarré comme ça. Et ce mec-là était vraiment très brillant intellectuellement, tu vois, un gros savoir, un ego surdimensionné, quelqu'un de très manipulateur, donc ça c'est le point négatif, mais par contre j'ai énormément appris. J'espère qu'il écoute, ça lui fera du bien d'entendre. mais ouais, j'ai énormément appris. Du coup on était associés avec Nicolas et lui, et on est arrivé il y a 3 ans, 3-4 ans, on avait 20 salariés, pour donner un ordre d'idée. Structure 20 salariés. Vous aviez commencé ça. Ouais. Okay. 20 salariés, et puis un chiffre d'affaires consolidé à plus de 10 millions d'euros. Donc et là, quand même gros, voire le double, tu vois. Vous étiez toujours sur des opérations de marchand, ou vous mixiez un petit peu avec la promotion? Non, on a la promotion, on y est venu tard, j'y suis venu il y a 4-5 ans. On faisait essentiellement du marchand, achat-revente, de la division foncière. Après, c'est vrai que sur Lyon, ça va assez vite. Quand tu fais une division proche de Lyon, tu peux être à 1 million d'euros avec juste une maison, un terrain. Donc on faisait de la division foncière, du lotissement, je l'ai dit. On faisait un peu d'achat d'immeubles, d'immeubles que l'on rénovait, et surtout de la vire, la vente d'immeubles à rénover. Donc t'achètes un bâtiment ancien avec du terrain ou pas. Tu découpes en cellules, tu refais. Alors nous, on avait un modèle qui était assez précis, c'est-à-dire que on livrait vraiment une coquille refaite à neuf. Toiture, façade, menuiserie extérieure, tous les réseaux en attente, les jardins plantés, les grillages. En gros, t'achètes comme si t'achetais dans un produit neuf, rénové entièrement, sauf qu'à l'intérieur c'est vide. Moi, j'ai jamais fait du marchand comme je vois parfois, et qui me fait sortir de ma chaise, où t'achètes une grange qui fait 15 mètres de long, tu fais une division avec le géomètre, tu mets un coup de bombe de peinture sur les murs, et puis tu vends en 3 lots, et avec un permis, et vas-y, démerdez-vous avec. Et puis en fait, les acquéreurs, tu les livres eux-mêmes. Donc oui, tu fais pas de travaux, t'encaisses de l'argent, mais pour moi c'est du travail un peu de sagouin, quoi. Ok. Donc jamais fait ça. Et avec cet associé Patrick, donc lui était spécialiste de la vire, mais pas trop des opérations un peu exotiques.
On va dire, c'est un mec qui comprenait pas que tu puisses acheter quelque chose, le revendre sans avoir de valeur ajoutée. Et nous, avec Nicolas, on a apporté ça, c'est-à-dire qu'on était capable d'acheter des immeubles, de rien faire, de revendre, juste parce qu'on avait été là au bon moment, et que tu trouves une autre personne qui veut ce produit-là, parce qu'elle veut l'emplacement ou parce que c'est un investisseur qui a un autre fonctionnement. Donc nous, on a apporté ça et on a réussi aussi à développer cette structure. La structure, elle a grandi, on a eu des commerciaux, on a eu des chefs de chantier, beaucoup de monde, secrétaires et autres. Et puis à un moment, bah, tu te rends compte que l'association, t'as pas tes intérêts communs, que personne va dans la même direction, et puis qu'il y a pas de qu'il y a pas de valeur humaine au sein de l'association. Et du coup, tu te sépares et tu dis qu'il faut y mettre fin, quoi. Tu vois. Bah, c'est comme une association, hein, c'est comme un mariage, hein, donc c'est comme dans un couple. Hein. À partir du moment où t'as plus les mêmes valeurs, et ben Ouais. c'est à partir de ce moment-là où tu commences à avoir une vision différente et à envisager de se séparer. Je suis bien d'accord. Je dirais même que c'est encore pire, tu vois, parce que j'ai vécu les deux choses, hein, une séparation personnelle et puis en société. Aujourd'hui, quand tu t'associes avec quelqu'un, t'es pas obligé d'être pareil. Dans un couple, t'es quand même obligé d'être assez fusionnel. En association, tu peux être totalement différent, c'est pas grave. Il faut juste, pour moi, avoir un rapport à l'argent qui soit assez similaire. C'est-à-dire que si t'as pas le même rapport à l'argent, c'est compliqué. Il faut avoir de la loyauté, parce que en association, il faut être hyper loyal. Et puis moi aujourd'hui, je cherche des gens qui ont des valeurs humaines. Enfin, tu l'auras compris, je fais pas que de l'immobilier et l'argent n'est pas forcément n'est pas du tout mon moteur principal. Et j'ai besoin d'avoir des gens sur qui je peux compter, qui sont loyaux, et où je sais que demain, si j'ai un souci, ils seront là. Même à titre perso, tu vois, un associé qui est pas là quand t'as un problème perso, pour moi, c'est pas le bon associé. Et puis le rapport avec l'argent doit être le même, c'est-à-dire que si toi t'es un écureuil ou un picsou et que le mec à côté c'est un panier percé, t'as pas la même chose. Et dans la difficulté, quand ça roule, c'est le problème qu'on a eu avec dans notre association, c'est quand ça roule que t'encaisses de l'argent, chacun récupère au travers de sa holding, chacun fait ce qu'il veut, personne n'est plus demandeur d'argent sur la société puisque la société est débite. Par contre, quand ça devient compliqué, que t'as une période dure, que ta boîte elle donne moins, et que toi de l'autre côté t'as besoin de 4 fois plus d'argent que ton associé, bah tu vas commencer à dire bah ok, l'association elle est peut-être pas équitable, ou tu vas commencer à facturer un peu plus de trucs et tu vas devenir un peu malhonnête, et c'est là où ça devient malsain, et où rapidement tu vois la vraie le vrai visage des personnes. Ok. Et du coup ouais, t'as fait t'as fait des opérations de marchand bien, donc avec cette association. Ouais. Donc t'as expliqué, parce que là, en fait, je voulais que tu vulgarises un petit peu le métier de marchand, mais tu l'as expliqué, et tu t'es lancé dans la promotion. Donc j'aimerais que tu dises déjà que tu vulgarises qu'est-ce que la promotion, parce que les auditeurs, voilà, il y aura, on va dire, je pense les 3 quarts qui vont savoir ce que c'est la promotion, mais pour le petit quart qui ne sait pas ce que c'est, est-ce que tu peux vulgariser ce que c'est et comment tu atterris là-dedans en fait? Ouais. Alors le marchand de biens, c'est acheter un bien qui est existant, le revendre. Soit tu fais une valeur ajoutée en l'améliorant, soit pas. La valeur ajoutée elle peut être pas forcément par les travaux, mais par un changement d'usage que tu peux obtenir. T'achètes une maison, ça devient un commerce. Cet endroit-là, la valeur du commerce est plus importante, donc ça a plus de valeur. Ça, c'est le marchand. La promotion, maintenant, c'est totalement différent. C'est tu achètes un foncier, il y a rien dessus. Donc t'achètes un terrain et tu construis. Tu peux construire, ça peut être de la maison, donc de la maison individuelle, et ça peut être de l'immeuble. Moi, j'ai démarré par les maisons individuelles parce que fut un temps à Lyon, tu pouvais plus sortir de lotissement à cause déjà du contrôle de l'urbanisme et des règles d'urbanisme. Et du coup, quand t'allais à une mairie, tu voulais sortir un terrain à bâtir, et on te disait ok, par contre, faut construire les maisons pour qu'elles aient à peu près tout le même visage et une certaine cohérence. Nous, on a démarré comme ça, où on a construit de la maison individuelle. Donc tu fais en VFA, donc en vente en état futur d'achèvement, souvent. C'est très rare que les gens aient des fonds propres. Donc tu as des clients qui sont
avant la promotion, tu les suis, tu les intègres un peu au cours de la promotion en faisant 2-3 visites, en faisant des TMA, travaux modificatifs. Et je suis arrivé dans la promotion immobilière comme ça, en faisant de la maison individuelle. Donc ça, hyper intéressant. Il y a 4-5 ans, on a eu une problématique, c'est-à-dire que tous les immeubles qu'on achetait sur Lyon étaient préemptés pour du logement social. Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est la mairie, la ville qui, lorsque tu cites au compromis, en fait, rachète ton bien. Exactement. Ce qui fait que tu fais pas l'opération. Ouais, c'est ça. Donc non seulement tu fais pas l'opération, mais en plus t'as fait la négociation, t'as passé 2 ans à négocier, voilà, à arriver à sortir le dossier avec les acquéreurs, et au final t'as la mairie avec un bailleur qui arrive et qui achète. Après voilà, c'est les politiques d'aujourd'hui et malheureusement faut faire avec. Donc si je peux donner un petit conseil, c'est achetez pas d'immeuble sur Lyon aujourd'hui, c'est quand même galère. Et si c'est une bonne affaire, vous pouvez toujours m'appeler. Mais voilà. Et du coup, donc la promotion, j'ai commencé à faire de la maison. Après, du coup, on n'avait plus forcément à trouver des gros dossiers en marchand. Et puis j'ai eu mon associé avec qui on est en train de se séparer aujourd'hui, qui a eu un très gros appétit et qui s'est dit on va devenir des gros promoteurs. On va se faire une place au niveau local et on va peser dans le game et on va devenir des gros promoteurs. Et finalement, la VIR, donc vente d'immeubles à rénover, fiscalement et juridiquement, c'est un peu le même principe que la VFA, donc on savait faire. Et on s'est mis à regarder des fonciers et on a acheté plusieurs fonciers sur lesquels on construit des immeubles aujourd'hui. Donc j'en ai où ils sont en cours de construction sur Lyon, où j'ai mes petites grues où je suis content. C'était un peu, je m'étais toujours dit le jour où j'ai une grue dans Lyon, j'arrête. Finalement aujourd'hui j'en ai plusieurs et j'arrête pas. Donc je continue. On s'est lancé dans la promotion de logement. Donc t'achètes un terrain, tu construis un immeuble. Ça peut être 4 lots, 5 lots, 10 lots, 50 lots. On s'est rendu compte que c'était quelque chose de plus compliqué. Je compare toujours la promotion d'immeubles neufs un peu à la grande distribution dans l'agroalimentaire, quoi. C'est-à-dire que tu fais du marchand bien, t'as ta petite supérette, t'achètes tes produits dans le coin, tu les revends, tu fais ton petit truc, tu t'adaptes un peu les prix, et la promotion, finalement, tu industrialises la création de logements. Dans le sens où c'est à peu près les mêmes ratios de surface, la typologie est à peu près la même, la mairie t'impose les orientations, on t'impose l'architecture, si bien qu'à la fin, t'as un secteur, t'as un prix mètre carré parce qu'il y a de la concurrence, donc tu sais que tu peux vendre ton produit qu'à tel prix. Tu peux le construire qu'à tel prix parce que t'as des économistes et autres, et t'arrives à 100 € du mètre carré en coût de construction à peu près à la même chose. Et que finalement, t'es un industriel. Quand sur du marchand, pour ceux qui connaissent, t'arrives à faire des marges entre 20, 40, 50, voire plus %. La promotion, t'étais avant la crise autour de 10-15%, et t'as des promoteurs qui sont à 5 parce qu'ils font 50 000 logements à l'année. Donc on s'est mis là-dedans. Ça a été hyper intéressant parce que c'est pas le même fonctionnement, c'est un fonctionnement qui est bien plus financier. Par contre aujourd'hui, je regrette pas, je regrette jamais ce que je fais. Par contre, la crise est très dure pour tout le monde. La crise immobilière d'aujourd'hui, la crise actuelle. Parce que de la promotion d'immeubles neufs, tu l'auras compris, c'est très long. Tu trouves le foncier, tu obtiens une autorisation administrative, tu fais de la négociation, tu vends, tu construis. Très clairement, il y en a pour 5 ans. En gros, il y en a pour 5 ans, et quand le marché il change, tu te retrouves, ce que tu as programmé il y a 4 ans n'est plus la réalité d'aujourd'hui. Donc c'est très compliqué aujourd'hui pour tous les promoteurs. Moi, j'ai la chance de bien m'en sortir, parce que j'ai senti le vent tourner il y a 2 ans et demi, j'ai pas racheté de dossier en promotion. J'ai mes vieux dossiers qui sont en partie vendus ou je maîtrise. Mais voilà, on a eu aussi une hausse des taux bancaires qui a été importante, parce que faut le savoir qu'en marchand ou en promotion, c'est des taux variables. Donc aujourd'hui, quand les particuliers empruntent à 4 ou 5%, nous on est à 8,5% sur des opérations de marchand que l'on avait signé en taux à 1,5 il y a 3 ans. Donc je te laisse compter, quand tu as des emprunts à 2-3 millions d'euros,
en fait t'as la moitié de la marge qui passe là-dedans. Donc voilà, le marchand ça tourne très vite. Tu peux tourner une opération en 6 mois comme en 1 an. T'as acheté un bâti qui a une vraie valeur vénale, qui a une valeur de revente. Aujourd'hui, t'as acheté un terrain, t'as acheté un foncier dont t'es propriétaire, parce que souvent faut être propriétaire avant. Tu te retrouves le temps d'avoir l'autorisation administrative où le coût de travaux a pris 40%, le prix de vente a baissé de 20%. Et ben t'as acheté de l'herbe à vache. Et à part venir le week-end, mettre ta tente ou mettre une chaise longue ou attendre 10 ans que le marché reprenne, bah t'es bien content. Donc si c'est aujourd'hui où tu voulais donner envie aux gens de se lancer dans la promotion d'immeubles neufs, ça va être raté. Mais pour autant, c'est quand même un super truc et tu t'éclates quoi. Enfin, de partir d'une feuille blanche et d'arriver à sortir un projet, c'est super enrichissant quoi. Tu vois, l'idée c'est pas forcément motiver les gens ou démotiver les gens, c'est juste tu vas refaire un retour en fait d'expérience. Bien sûr. Voilà, comment tu le vis à l'heure actuelle. Ouais. Donc tu vois, c'est super intéressant ce que tu racontes. Donc ouais, tu vois, c'est atypique parce que t'as beaucoup de personnes qui se lancent, tu vois, dans le marchand ou après même promotion en ayant commencé par du locatif. Toi, t'as commencé du coup par du marchand et promotion. Et du coup, pourquoi tu as fait du locatif? Alors, en fait, si j'ai compris vite un truc, c'est que le locatif aujourd'hui, c'est top, sauf que tu t'endettes. Tu t'endettes, ça te coûte du cash, et que quand t'as un boulot, moi, faut bien comprendre que j'ai démarré les pompiers. Quand tu démarres, t'es à 1007, 1008 net. Donc forcément, tu vis, même si t'es un écureuil et que tu fais attention et autres, il te reste pas non plus 1000 balles tous les mois. Donc si j'ai bien compris un truc, c'est que j'allais avoir besoin de gagner quand même de l'argent pour faire ma boule de neige, et puis arriver à passer un gap. Aussi bien que j'ai acheté tard ma résidence principale pour les mêmes raisons, parce que je voulais limiter mon endettement perso. Et juste pour que tu comprennes un truc, tu vois, ça fait 10-12 ans que je fais ça. Je vis essentiellement des pompiers. L'immobilier, je suis un bon écureuil, j'essaye de réinvestir 100% de ce que je gagne. Je me déclare un très bon revenu dans l'immobilier, un très très bon revenu, mais ça me crée de l'impôt. Donc je prends de l'argent pour payer mes impôts, ça me crée aussi de la capacité pour emprunter. Ça c'est l'avantage. Et du coup, j'ai fait mon marchand, j'ai pu gagner de l'argent et je me suis dit OK, tu gagnes de l'argent c'est bien, mais l'argent il faut arriver maintenant à le placer, à le faire fructifier. Et du coup, j'ai dû commencer, je pense, à faire des acquisitions vraiment foncières, je dirais vers mes 30 ans. Donc finalement, il y a pas si longtemps que ça, il y a 8 ans. C'est essentiellement des biens que tu sors de tes opérations immobilières. Faut pas se leurrer, hein, tu fais une belle opération, t'as de l'affectif aussi, t'as bien aimé l'opération, t'as envie de garder des choses. Donc j'ai commencé à faire ça. Après, forcément, quand ta boîte elle est elle tourne bien, c'est aussi plus facile de faire des optimisations financières avec tes biens que tu mets en foncière, soit sur ta société, soit à titre perso. Et j'ai commencé à faire ça, et je m'étais fixé un objectif de me dire, ok, t'as besoin de quoi plus tard pour vivre, t'as besoin de combien, on vise tous la même chose, la retraite ou être libre 45 ans ou 50 ou peu importe l'âge. Et je me suis dit, ok, il faut acheter un bien par an. Okay. Je me suis dit, je me suis dit, t'es bon père de famille, t'achètes un bien par an, ça paraît beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que t'achètes un bien, ok, à 150 000, ok, c'est bien, et à la fois, tu vas pas t'arrêter de travailler avec ça. Et quand tu te mets l'objectif d'en acheter un par an, et que finalement tu te rends compte que t'arrives à en acheter un, et souvent on fait plus que son objectif. Donc il y a des années t'en achètes 2, des fois 4, des fois qu'un. Et ben la boule de neige elle se crée. Finalement ça t'impacte pas trop pas sur ton endettement, mais sur ta gestion personnelle et financière, parce que ta boîte crash, donc tu peux te permettre de sortir 50, 60 000 euros par an, tu vois, pour investir en apport dans ton achat. Et tu vois que le système, il est assez bon père de famille et qui fonctionne. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend, je prends des risques, mais je veux dire, j'ai pas un ventre plus gros que mes ambitions.
et j'ai toujours des ambitions qui sont très mesurées, même si j'ai aujourd'hui une structure qui est assez importante. Et je me suis fixé cet objectif. On a acheté pas mal de biens avec mes associés aussi. Et on en a acheté tellement qu'on a dû monter une régie immobilière pour te donner un ordre d'idée. D'accord. Donc voilà, j'ai pas acheté qu'un bien par an, et au bout d'un moment, je me suis dit merde, en interne ça prend du temps, on a trop de trucs, on en a de partout, parce que t'as tes biens perso, t'as tes biens en société, et tu te retrouves avec des biens d'opération. Je m'explique, t'as acheté un immeuble de 20 lots, les immeubles ils sont occupés. C'est rare que t'aies un immeuble non occupé avec le ménage fait, où le mec il te dit écoute, je suis d'accord, je te le vends à 30% en dessous du prix du marché, t'as juste à remettre en vente. Ça c'est dans les rêves. C'est dans les Ou films, certains mecs vont peut-être te vendre ça, mais moi ça m'est jamais arrivé. Donc j'ai acheté des immeubles, on s'est retrouvé avec 15, 20, 30 locataires. Et du coup, on a monté une régie immobilière. Donc on a rencontré un mec dans notre réseau qui voulait, qui était gestionnaire et qui voulait monter une régie. On lui a dit bah ok, on monte la régie, et on a dû apporter à 3, je crois 120 ou 130 lots, un truc comme ça, Ah oui, putain, c'est énorme. dans la régie. Donc ça a permis de faire fonctionner sa régie. Et j'ai démarré le foncier comme ça. Aujourd'hui, j'ai mes biens qui tournent en location. J'ai vendu mes parts de régie cette année, mais j'ai laissé mes biens dans cette régie parce que la personne est vraiment top. D'ailleurs, si vous cherchez une régie plutôt sur Villefranche, j'ai quelqu'un qui gère très bien et qui comprend très bien aussi les problématiques de marchand de biens. C'est-à-dire d'avoir des biens où l'objectif c'est de faire partir le locataire, ou du moins avoir à l'esprit qu'il faut arriver à optimiser. Donc voilà, je me suis lancé dans le foncier comme ça. Aujourd'hui, j'ai des SCI à l'IR, j'ai des SCI à l'IS, j'ai des biens qui tournent en Airbnb. Okay. Ça depuis. Tu mets en conciergerie, hein, c'est ça, hein? Ouais, je mets en conciergerie. En fait, ça fait depuis un an, mais j'en parlerai juste après, mais parce que c'est hyper intéressant. Donc j'ai pas mal de biens, de biens en foncière. C'est notamment des biens diffus. J'ai pas d'immeuble, j'ai pas d'immeuble en bloc. J'ai des maisons, ça c'est bien. En fait, le marché lyonnais est tellement cher que c'est compliqué aujourd'hui d'acheter un immeuble et d'avoir un immeuble en bloc, parce qu'il y a des foncières qui arrivent et qui le font bien mieux que nous et à des prix bien plus importants. Donc j'ai des biens qui sont assez diffus. La contrainte, c'est que ça coûte cher en syndic, parce qu'aujourd'hui les charges de copro ça coûte cher. L'avantage c'est que c'est diffus, donc j'ai pas de c'est diffus, donc j'ai pas non plus de problématique où je me retrouve avec un sinistre sur un immeuble et j'ai 4 appartements qui sont plus loués, quoi. Donc ça c'est un des avantages. Je me suis mis au Airbnb depuis 1 an et demi, 2 ans, un peu par dépit, parce qu'on avait plein de biens qu'on n'arrivait pas à vendre. La crise, hein, t'arrives pas à vendre tes biens, donc tu te dis ok, j'ai des biens, ils me coûtent de l'argent, faut que je rembourse la banque tous les mois. Finalement, j'avais emprunté à 1,5, je suis passé à 8,5, donc si je mets un locataire, déjà ça va pas couvrir les intérêts, et puis si je mets un locataire, je pars sur un bail de au moins 3 ans, avec un crédit de 24 mois en face, donc il y a un truc qui fonctionne pas, donc comment je vais faire pour pouvoir louer mon bien, l'optimiser, que ça me paye mes intérêts et que je sois gagnant et qu'il soit toujours disponible à la vente, tu vois. C'est-à-dire que je puisse le faire visiter avec un locataire dedans. Donc Airbnb, quoi. Donc on s'est mis là-dedans. On en a mis 1, 2, 3, 4. On en a, je pense qu'entre 10 et 15 aujourd'hui qui tournent. Faut pas se leurrer, on a une super conciergerie, mais quand tu prends conciergerie, plateforme, ça te mange la moitié de tes revenus. Pour autant, on est super content aujourd'hui, les biens ils tournent, ça nous paye les crédits, un peu plus. Les biens ils sont jolis, on a dû les meubler, et on s'est retrouvé finalement avec des biens que l'on voulait vendre. On les a refinancés, tu vois. On s'est dit finalement on va se les garder et puis on va les laisser tourner en Airbnb. Donc il y a certains biens que l'on a refinancés. C'est double avantage, hein. Tu enlèves ta dette bancaire pour tes opérations de marchand. Donc la banque elle est contente, et puis t'as amené un bien dans une autre banque un peu plus traditionnelle avec une belle rentabilité, et t'arrives à te faire financer.
Donc voilà, aujourd'hui, j'ai un parc foncier qui est bien. Sur Lyon, t'as pas forcément des grosses rentabilités, mais j'ai des très grosses plus-values latentes. Et moi, j'ai un objectif foncier qui est plus sur la plus-value latente que sur le cash flow. Et j'ai une stratégie qui est bien, qui est bien faite dans ce sens-là, quoi. Ouais, et puis après l'idée c'est peut-être tu vois d'optimiser un petit peu déjà avec le Airbnb Mm, vu que mm, c'est voilà, Lyon c'est cool parce que c'est une ville patrimoniale donc tu vas ouais, avoir des plus-values latentes. Mais ouais, c'est que c'est pas hyper rentable non. si tu loues en location classique, d'autant plus que Mm, maintenant il y a l'encadrement des loyers donc c'est compliqué. ouais, c'est Donc compliqué. Airbnb voilà, si après tu as l'autofinancement ou que tu gagnes même un peu Mm, plus et sans ouais. aucune gestion parce que tu passes par des conciergeries, c'est jackpot hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Et puis non, pour moi c'est hyper intéressant. Puis je vais te dire un truc. Je cherche pas l'argent à la fin. Alors oui, plus tard je serai content le jour où je peux arrêter de bosser. Mais j'aime bien avoir des biens de qualité et j'ai certains biens sur ma page Instagram notamment où j'ai mis en vidéo. Euh, et en fait, quand t'as un bien qui est joli, quand t'es content, que t'as mis la main à la pâte à la déco et tout, t'as une satisfaction personnelle qui pour moi est bien plus importante que si j'avais revendu et gagné de l'argent. Je suis content d'avoir quelque chose de joli, quoi. Tu vois, comme le mec qui est passionné de voiture et qui est content de voir sa Ferrari le matin, qui prend aussi de la valeur parce qu'il a acheté le modèle qui allait bien, mais qui finalement se dit pas tiens je vais la vendre parce que j'ai 200 000 balles et puis je peux les mettre sur mon compte et en profiter. Moi, le Airbnb, ouais, je suis content de ça et mon associé Nicolas qui est comme moi, cette année, on a pris plaisir, on n'a pas gagné beaucoup d'argent sur nos opérations de marchand, mais on s'est éclaté à mettre des biens en location, à les décorer et on est en train de réfléchir à moyen terme à peut-être partir un peu plus là-dedans. Ok, ouais, partir plus sur du patrimonial, du foncier Ouais, que du ouais, marchand, tant que le marché peut-être se réajuste. ouais, et puis quand ça fait 15 ans que tu fais de la promotion du marchand, que tu as eu des salariés, des associés, j'ai peut-être une dizaine d'associés sur différentes opérations, tu t'uses aussi. Enfin, je veux dire, tu t'uses, c'est fatigant. Le marchand, c'est t'es sollicité tous les jours. Enfin, tous les jours. T'as un problème sur un chantier, t'as un truc. Alors c'est super bien. Moi aujourd'hui, je conseille à tout le monde de le faire. Mais la réalité, c'est qu'un bien qui tourne en conciergerie, tu fais rien, quoi. Tu reçois ton virement à la fin du mois, t'es content, ça amortit ton bien. Mais encore une fois, T'amortis le t'arrives bien, pas ouais, là tu sans n'arrives avoir pas fait ce que là t'as fait sans avant, ouais. avoir, ouais, c'est ça, ouais, sans avoir fait avant. Qui toujours, hein, si t'as pas mangé de la merde, tu vas pas manger un bon plat, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, On est c'est d'accord. ça. C'est ça, sauf si t'es né avec une cuillère en argent et tu sais pas, mais, aujourd'hui, bref. Eh ben, écoute, c'est hyper intéressant. Et tu vois, j'ai deux dernières questions, on va dire, pour Ouais. clôturer le volet immobilier. Mm, Mais du coup, pour trouver toutes ces opérations, que ce soit du marchand, que ce soit du locatif, que ce soit de la promotion, mm, je suppose que tu as dû te constituer un bon petit réseau. Et le réseau doit être différent aussi en fonction du type d'OP que tu veux. Si c'est de la ouais. promotion, si c'est du Ouais. locatif. T'as fait comment pour te constituer ce réseau et comment tu fais là à l'heure actuelle pour, bah, tu sais, pour qu'un agent t'appelle en te disant, bah, j'ai une OP. Tu fais comment? Parce que Ouais. tu sais, lui, il a plein de clients Ouais, ouais, bien potentiels. sûr. Qu'est-ce que tu fais T'es pour beaucoup. entretenir ce réseau? Ouais, alors ils sont beaucoup sollicités, effectivement. Quand j'ai commencé, j'avais forcément le syndrome de l'imposteur, comme tout le monde a, et aucune légitimité, Mhm. franchement. Enfin, j'ai démarré avec zéro, voilà. Euh, en fait, je suis quelqu'un de très entier. Tu comprendras que quand je rencontre quelqu'un dans l'immobilier, je parle pas forcément que d'immobilier, je peux parler de plein d'autres choses. Et du coup, j'ai jamais eu une démarche commerciale envers les agents immobiliers, les notaires ou autres. Ok. Je me suis juste dit, en fait, rencontre les gens qui pensent comme toi, avec qui tu as une affinité, même perso, et du coup, il t'apportera des opérations par ce biais-là. Donc ça a été un peu ma ligne conductrice, même si effectivement tu cibles un peu des agents immobiliers de secteurs différents. J'ai démarré comme ça. J'ai surtout démarré pour ceux qui commencent. J'ai pris le bon coin. Euh, Ok. pour moi, c'est peut-être pas l'école de la vie aujourd'hui pour trouver des opérations, mais pour se faire un réseau, il y a rien de mieux. Tu prends le bon coin, tu regardes des opérations qui peuvent convenir. J'aurais dire même celles qui conviennent pas, mais qui pourraient à première lecture être une opération de marchand. T'appelles l'agent immobilier,
Tu lui dis voilà, j'ai vu telle opération, j'ai l'impression qu'on puisse faire une division ou autre. Et en fait, tu vas tout de suite sentir sur qui tu tombes. Ok. Dans le Ça, tu sens l'abordes où, au téléphone, par exemple. ouais, moi je l'aborde au Direct. Ok. téléphone, de dire directement, tiens, j'ai eu un passage où je disais, je me faisais pas passer comment dire, le marchand de biens. J'ai appelé, je disais que j'étais un particulier pour aller voir. Parce que souvent tu dis, si tu te présentes comme un marchand, les gens sont sur la défensive. Mais aujourd'hui, j'appelle, je dis tout de suite que je suis marchand ou investisseur. Et en fait, la personne que tu as en face, soit elle va dire, en fait, j'ai déjà plein de monde, j'ai déjà plein de marchands de biens. Moi, c'est une réponse qui m'énerve un peu parce que le mec, il a peut-être que des mecs pas bons, ou peut-être que toi, tu bosses pas comme eux, donc tu vas peut-être aller sur d'autres opérations qui n'iraient pas avec ces marchands de biens. Donc tu fais ça, tu tombes des fois sur des jeunes qui démarrent, qui finalement n'ont pas non plus de réseau. Donc ils sont tout contents que tu les appelles parce que le mec il est en alternance ou ça fait 1 an qu'il fait ça, il galère. Et j'ai envie de te dire, après tu vas visiter et du coup tu rencontres des agents immobiliers et souvent si t'as des affinités, le gars il va te dire ah ok tiens j'ai vu un mec sur une maison pour faire une division, ça fonctionne pas du tout. Par contre il était super cool et moi c'est souvent que je rentre d'une visite, le mec il m'envoie 3 autres dossiers en fait. T'as ouf. Ok. Et il t'envoie des dossiers qui sont en off ou tiens demain je vais visiter tel truc, je vous l'envoie. Et c'est vrai que moi je fais souvent comme ça, et c'est ce qui fait que j'ai réussi à constituer une petite liste d'agents immobiliers avec qui aujourd'hui j'ai des affinités. Tu vois, c'est des mecs où on s'appelle, on prend des nouvelles, presque on est amis. Alors amis professionnels, hein, je les invite pas à l'anniversaire de ma fille, mais on prend plaisir à manger ensemble ou à se voir. Et j'ai toujours fait un petit peu ça, et tu te rends compte que t'as pas besoin de 50 personnes en fait pour que ça fonctionne. Tu vois, il y a pas besoin de 70 agents immobiliers. T'en as une dizaine que t'appelles de temps en temps. Je pars toujours du principe, si le mec il t'amène un dossier tous les 2 ans, t'en as 10, et ben déjà tu fais Bah, 5 tu fais dossiers combien par ça? an. T'as déjà 5 dossiers par an en même temps. Euh, et après, quand je veux développer des secteurs, encore aujourd'hui, je fais exactement comme ça. Je me dis, tiens, je vais dans l'Ouest lyonnais, je vais prendre des annonces, j'appelle. Et j'essaye de tomber sur la bonne personne, en fait. Et c'est comme ça que je me constitue mon réseau. Après, t'as le réseau des notaires aussi, où là, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Moi, c'est un réseau que j'ai essayé de développer. Finalement, je suis assez exclusif avec mon notaire. C'est-à-dire que je bosse toujours avec le même, parce que quand t'as des dossiers difficiles, il est là pour t'aider, et puis finalement, il sait comment tu penses, et tu sais comme il pense, donc t'es en confiance. Donc aller voir 10 notaires, leur vendre la messe, ça Ouais. fonctionne pas, et puis des fois, t'as des périodes où t'as pas de dossier pendant 6 mois, 1 an. Faut pas rêver, le notaire, si pour que ça fonctionne, il faut que tu aies des signatures tous les 2 mois avec lui, quoi, que ce soit de la vente, de l'achat ou des dossiers de marchands. Et donc moi, le réseau notaire, j'ai pas du tout développé, même si j'en connais qui font que ça. Euh, Après, j'ai fait un peu de mandataire judiciaire, tu vois, sur des saisies, sur des choses comme ça. Ouais, des enchères. Ouais, des enchères. Ça, c'est quelque Ok. chose que l'on fait. Mais t'as des mandataires, t'as des avocats, voilà. C'est un truc qu'on avait développé, les enchères. C'est très, très, très intéressant. Euh, donc, voilà, moi, je fais comme ça. Et puis après, le sourcing des dossiers aussi, il passe aussi par des associations. Ça, on le néglige assez souvent. Par des associations où, tu vois, le mec, je sais pas, qui fait un petit peu de marchand, mais sans trop en faire, et qui, en fait, il veut se lancer un peu plus, aller un peu plus loin. Et tu vois qu'il est doué, tu vois qu'il a des dossiers, qu'il voit des choses, qu'il a un réseau qui est pas le tien. Et moi, je ferme jamais la porte. C'est-à-dire que si le mec, je vois qu'il est motivé, je vais lui dire, bah écoute, un peu comme on m'a fait, en fait, finalement, te dire que la première chose qui fait que tu démarres dans le marchand, la promotion, c'est quand t'as quelqu'un qui te tend la main. Et moi, j'essaye de me dire, bah tiens, le mec, il est doué, il fait ses opérations, il est bon dans ce qu'il fait. Par contre, il est à sa petite échelle, et je vais lui apprendre. Et finalement, il va m'apporter des dossiers. Et ces gens-là, ils t'en apportent. Des fois, ils les font même pas avec toi, hein. Ils disent, ah non, c'est trop gros, je veux pas y aller. Mais ils t'apportent des dossiers, quoi. Ouais, c'est vrai. Euh, Trop Tu bien. vois, dans mes derniers sourcings, j'ai une nouvelle associée avec qui je travaille depuis 2 ans, qui était agent immobilière, euh, très charismatique, qui m'a amené un dossier, et en fait, elle a eu le culot, elle m'a dit, écoute, je te prends pas d'honneur, par contre, je vais t'associer dans l'opération. Il dit, ok. J'ai dit, mais on se connaît pas et tout, on s'associe, je mets l'argent. Il dit, ok.
Et au début, t'es un peu sur la réserve, tu vois. Tu te dis, ok, donc quoi je pars? Et ben, on s'est associé, elle a mis l'argent. On a fait l'opération, on a très très bien gagné. Plus de 50% de marge. Énorme. Non. Énorme. Donc du coup, je lui ai dit, t'enflamme pas, c'est pas comme ça tout le temps, tu vois. Faut aussi ramener un peu les gens sur terre. Et là, on a 2 nouvelles opérations ensemble et ça roule. Et du coup, tu vois, c'est aussi un moyen d'avoir des opérations. J'ai envie de te dire, tu fais pas 15 opérations dans l'année, même quand t'as des gros dossiers. Tu vois, moi, quand je te dis qu'on faisait plus de 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu fais un dossier de promotion, c'est 4 millions d'euros, t'as pas 10 dossiers en même temps. Si déjà t'en as quelqu'un qui démarre, il en a deux, trois dans l'année, c'est déjà super bien, quoi. Ouais, puis il y a du suivi, il y a pas mal de choses à faire à côté, donc. Ouais. Puis l'année où tu démarres, t'en as 3, mais la deuxième année, en fait, t'as les 3 encore de l'année d'avant, les 3 de la nouvelle année, donc t'en as 6, et puis la troisième, t'en as 9, alors que t'en as que 3 en cours. Vu qu'un dossier, même un dossier de marchand qui dure 1 an, entre sourcer, sortir l'opération, vendre, t'as toujours du service après-vente pendant 1 ou 2 ans. La réalité, elle est là. Donc, une opération qui dure 1 an, en fait, elle dure presque 6 mois avant et 1 an après. Okay. Même pour la comptabilité, pour un tas de choses. Des factures que t'as oublié de payer, enfin, bref, peu importe. En tout cas, t'as vite 2-3 ans de dossier empilés en même temps, quoi. Okay. Nous, pour te donner un ordre d'idée, on est arrivé il y a 2 ans, on a fait un peu le point avec Nicolas, mon associé, on avait peut-être 10 dossiers en cours, vraiment opérationnels dans l'année, et on gérait à peu près 60 dossiers. Ah ouais. Entre les premiers dossiers, les queues de programme, les dossiers où t'as des sinistres, et autres. Et en fait, c'est beaucoup. Si t'as des dossiers, tu t'en occupes, mais il y a 3 trucs à faire, hein, je veux dire. T'as pas grand chose, mais la réalité, c'est que t'as quand même un empilement de dossiers qui est assez rapide quand tu démarres. Ouais, il y a quand même pas mal de choses à faire. Ok. Ouais, Putain, mais c'est hyper intéressant. Hein. Ouais. Et du coup, pour terminer sur ce volet-là, ouais. T'as des leçons à tirer un petit peu de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, que ce soit locatif, que ce soit le marchand, la promotion, l'association. Ouais, j'ai pas mal de leçons à en tirer. Surtout sur les associations. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, c'est de bien s'associer. Donc c'est ce que je te disais un peu au début, il faut vraiment arriver à t'associer avec quelqu'un avec qui t'as la même vision de l'argent. Ça, au début, c'était pas mon critère principal, aujourd'hui, ça l'y est. Avec quelqu'un que t'as confiance, et j'ai presque envie de te dire, tu vois, aujourd'hui, demain, je me rassocie avec quelqu'un vraiment de manière durable. Limite, je vais lui dire, viens, on part en vacances 2 semaines. Ensemble, on voit qui on est, et puis si pendant les vacances on s'est pas engueulé et qu'on est raccord sur un tas de choses, et ben ok, on s'associe. Par contre, si on se regarde pour payer, ou si on n'a pas les mêmes sorties, ou on va pas gérer pareil, je le ferai pas, quoi. Okay. Alors je te dis ça, demain je rencontre un jeune où je suis différent de lui, qui est super motivé, je vais peut-être aller m'associer avec lui, mais je serai hyper vigilant sur la forme de l'association, soit d'un point de vue juridique, d'un point de vue répartition de travail. Mais pour moi, j'ai envie de dire 2 choses, c'est que dans le marchand à la promotion, l'association est essentielle. Si tu veux avancer rapidement, c'est essentiel. Mais ça peut être aussi le truc qui te freine le plus si t'as mal choisi ton associé. C'est un boulet ou quelqu'un qui pompe sur la boîte, ça peut vite être compliqué. Donc bien choisir ton association, pas avoir peur de pousser des portes. Pas avoir peur de pousser des portes, parce qu'aujourd'hui on démarre tous, on a tous le syndrome de l'imposteur. Il y a toujours plus fort que nous. Tu rencontres d'ailleurs des fois des gens que tu penses sont plus évolués, et en fait tu creuses, le mec s'est inventé une vie, il est bien moins évolué. Donc ne pas avoir peur de pousser des portes, ne pas avoir peur de se former, ne pas avoir peur de poser des questions des fois qui peuvent être stupides. Moi, le nombre de fois j'ai appelé mon banquier, mon assureur ou même un associé et posé une question qui était hyper stupide. En fait, il y a pas de questions stupides, et les gens ils sont toujours contents dans notre métier d'y répondre. Allez voir aussi d'autres marchands pour poser des questions, parce que tu penses toujours que le mec il va pas te répondre parce que tu vas être potentiellement un concurrent. Non, la réalité c'est que le gars il bosse souvent tout seul dans son coin, qu'il est content qu'on vienne le voir, et il prendra toujours le temps de répondre, et il se dira surtout, ça se trouve le mec il est hyper brillant et ça va être mon associé dans 10 ans, quoi, tu vois.
Ouais, et puis c'est toujours intéressant de, tu vois, Ouais. de questionner ou de s'intéresser comme ça, Ouais. tu vois, de voir la vision d'autres personnes qui font la même chose Ouais. que toi, tu vois. Ouais. Ouais. Dans les autres points, avant de démarrer, parce qu'on me pose souvent la question, tiens, j'ai 100 000 euros de côté, ou ça m'est encore arrivé cette semaine, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, j'ai envie de dire, fais le point sur toi, sur ce dont tu as besoin pour vivre. Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme en termes de travail, que ce soit en temps, que ce soit en difficulté financière? Est-ce que tu es prêt vraiment à te saigner, à manger pas grand-chose pendant 1 an parce que ça va être dur? Enfin, trousser les manches, faire attention, tu vois. T'as des passions, bah, peut-être pendant 1 an, il faut arrêter d'aller faire de la moto ou autre, parce que tu auras besoin de mettre tous tes efforts. Non, mais c'est important de le dire. Et si tu te connais bien, et ben après fonce, quoi. Franchement, fonce, ouvre toutes les portes, n'aie pas peur d'aller à la banque. Tout le monde a démarré. Je pense que autant il y a des métiers, c'est pas vrai, autant le marchand de biens à la promotion, il n'y a pas d'école. Aujourd'hui, il y a bien plus de supports, donc t'as accès à beaucoup de formations, ce qui moi n'était pas le cas, hein. Quand j'ai démarré, Internet, t'avais rien dessus. Et pour autant, j'y suis allé, j'ai pas eu peur et j'ai foncé. Je me suis jamais dit tu vas pas y arriver. L'avantage, tu vois, moi je suis quelqu'un de timide, introverti, alors un peu moins aujourd'hui. Je pars du principe, tu rentres dans une banque, tu vois un banquier, tu le connais pas. Ça se passe hyper mal, t'as refermé la porte, le mec dans une semaine il t'a oublié, toi aussi. Et c'est pas tes amis, tu t'es pas mis en danger devant des amis ou des gens que tu connais. Là, faut avoir aucune honte. Tu pousses la porte, tu rentres, ça le fait, ça le Ouais, fait, ça le fait pas, tant pis, quoi. et puis même au-delà de ouais, faut pas avoir peur dans le sens, tu sais, tu vas démarcher des banques, bah aussi pour Mmh. obtenir, tu vois, des prêts. Donc Ouais. ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bah tant pis. Tu vas voir ailleurs. Et Ouais. si ça marche pas, c'est que l'opération devait pas se faire et Ouais, tu ouais, je repars suis sur autre d'accord. chose. Tu Ouais, vois, ouais. faut pas se décourager. Faut Non, pas se non, 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 décourager. faut pas se décourager et puis faut pas écouter ce qu'on me dit aussi autour, tu vois, quand tu démarres. Moi, j'ai démarré, que ce soit aussi bien ma famille ou d'autres personnes. Personne m'a poussé là-dedans en me disant, mais t'as un travail, tu gagnes de l'argent, pourquoi tu vas te mettre en danger, t'endetter ou autre? Euh, donc ça, c'est un truc, il faut pas écouter les gens qui sont autour de toi. Alors oui, sauf si tu vas faire un truc catastrophique, et faut entendre. C'est-à-dire, faut entendre, écouter, mais il faut pas prendre au pied de la lettre. Et si t'as envie et que tu sens que c'est ce que t'as envie de faire, fonce. Et j'ai envie de te dire, quand tu vois que ton entourage est pas en train de te pousser, bah va vers les gens qui font ce que tu fais, et c'est eux qui vont te pousser. N'attends C'est pas ça, que ce soit c'est tes amis qui disent ok vas-y, ou tes parents, ou on me dira pas ça, hein, bien au contraire. Hein. c'est ce que j'allais dire en fait, ouais, Mm. pour compléter. C'est si du coup t'as pas forcément l'entourage qui te soutient ou qui t'aide, enfin, parce que voilà, tu peux avoir l'entourage qui veuille t'aider mais qui peut pas forcément t'aider. Eh ben, tu t'entoures de personnes qui font comme toi ou qui veulent faire comme toi. Et ça te permet bah, de du coup d'apprendre des choses, d'évoluer, de trouver des associés, trouver des opérations Mm. et surtout de te sentir moins seul. Parce que les investisseurs, on a tendance des fois à se sentir seul. Parce que c'est pas souvent que l'entourage appuie à ce niveau-là et d'avoir tu vois des personnes qui galèrent comme toi, qui se sentent seules, ça rebooste, je trouve. Comme moi, ça Ouais, m'a non, non, boosté. mais c'est certain. Et puis, tu vois, moi aujourd'hui, je me suis dit, à un moment donné, j'ai voulu embarquer ma famille ou mes amis dans l'aventure, euh, parce que je gagnais de l'argent, parce que j'avais compris le système, et je me suis dit, tiens, fais partager, et en fait, tu te rends compte que quoi que tu fasses, faut le faire pour toi. Finalement, les gens qui vont te pousser et avec qui tu vas pouvoir entreprendre, ils sont pas dans ta famille, sauf qui est exceptionnel, ils sont dans les relations que tu vas te créer. Euh, qu'il faut il faut pas avoir peur. Aujourd'hui, je dis toujours, j'ai eu je te parlais d'une personne qui m'a demandé qu'est-ce que je fais avec 100 000 euros cette semaine. C'est un collègue pompier qui veut, enfin qui est pompier volontaire et qui veut se reconvertir. Et il me dit ouais, mais toi Ok. Benjamin, t'es hyper inspirant. Par contre, aujourd'hui, je ferai jamais comme toi, quoi. Enfin, t'es trop loin. Et je lui dis, mais regarde, en fait, je suis un mur devant toi. Je lui dis, par contre, t'as pas vu, c'est que derrière, il y a un petit escalier. Et qu'en fait, tu peux prendre les marches d'escalier et tu vas faire marche par marche. Et finalement, tu vas arriver en haut. Et peut-être que ton mur, il sera plus haut que le mien. Sauf qu'à un moment, si tu démarches pas, tu commences pas en faisant tes petites étapes, t'arriveras jamais demain à exceller, quoi. Tu vois? Mm. Donc, On est bien quelqu'un d'accord. qui démarre, moi, j'ai envie de lui dire, lance-toi, commence par faire quelque chose. Euh, que ça soit dans l'immobilier ou autre, t'as un petit business, t'as 10 000 balles de côté, bah mets peut-être 2 000 euros dans ce business-là,
commence à faire, et puis il voit, et puis peut-être que ce business va te faire rencontrer des personnes, ou qui va te faire poser d'autres questions, et et tu vas avancer. Moi, j'ai passé longtemps où je me disais, ok, je démarre un business, tiens, je sais que fin d'année, je vais gagner 50 000 euros avec ce business. Et je me disais, tiens, c'est pas assez. Et je réfléchissais à un autre business, je me disais, bah, je vais gagner 100 000. Ah, c'est pas assez. Et finalement, au bout de 3 ans, tu te dis, bah, j'ai rien monté. Ouais, J'ai rien monté, j'ai rien créé. Aujourd'hui, je me dis plus ça, je me dis, tiens, ça me plaît. Ok, fais. Et puis, au pire, ça t'aura amené de l'expérience, et sinon, t'auras grandi, quoi, tu vois. On est bien d'accord. Et, euh, et du coup, bah, on termine ce volet en fait Ouais. immobilier. Toi, du coup, t'as plusieurs casquettes. Oui. T'es pompier pro. Oui. Du coup, t'es investisseur parce que tu fais du locatif, Oui. tu fais du marchand de biens, tu fais de la promotion. Oui. Est-ce que tu arrives, avec tout ça, à avoir quand même des passions? Est-ce que tu arrives à faire du sport? Voilà. Quelles sont tes passions ou quel sport tu pratiques? Alors oui, j'arrive à... C'est des questions qu'on me pose tout le temps. Comment tu fais? Déjà, je suis quelqu'un où j'ai pas énormément besoin de dormir. Tu vois, je fais des nuits de 6 heures, ça me va bien. J'ai, mine de rien, beaucoup de temps libre, où je m'en accorde beaucoup. Je, je sais pas, je sais pas comment le dire, mais j'arrive à prendre beaucoup de temps libre. C'est-à-dire que des fois, dans ma journée, euh, je vais, euh, je vais m'accorder 1 heure de temps libre, je vais aller marcher, je vais aller faire du sport. Donc moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, notamment chez les pompiers. J'arrive, je travaille 3-4 fois par semaine à la caserne, donc j'arrive à me faire mes séances 2-3 fois par semaine. Déjà, la journée, je m'accorde du temps libre, Est-ce que tu soit le arrives à matin, soit reprendre un peu à la l'après-midi, soit le soir, converse? où je vais beaucoup marcher. Là, je te vois plus et je Je t'entends pas. vais faire pas mal de randonnées aussi. J'ai appris aussi à travailler en comment dire, ouais, à travailler en passant du bon temps, c'est-à-dire que des fois, je vais me faire une petite balade le midi d'1 heure et demie pour m'aérer, et je prends mes écouteurs, j'écoute un podcast où je passe des coups de fil pour mes dossiers, et j'arrive bien à, j'arrive à prendre du temps libre, et j'en ai besoin, quoi. J'en ai besoin. Je te demandais du coup si ouais, t'arrivais à trouver le temps pour du sport ou même des passions. Ouais, je trouve du temps. En fait, c'est toujours une question de volonté, hein. Euh, pour moi, le sport, ça fait partie de ma vie. C'était une des raisons pour laquelle je suis rentré chez les pompiers. J'ai la chance aujourd'hui d'arriver à faire, je fais à peu près 3-4 gardes par semaine à la caserne. Okay. Donc on a, que ce soit des jours, des nuits ou des week-ends, en 12 heures. On a des équipements sportifs qui sont juste top. On a 2 salles de sport, on a un terrain de foot dans ma caserne. Donc oui, déjà, la semaine, j'arrive à faire peut-être 3-4 séances par semaine à la caserne. Okay. Après, je suis quelqu'un qui adore être dehors. D'ailleurs, tu vois, hier, mon associé m'a dit, mais t'es tout bronzé. Oui, je suis tout bronzé parce que, tu vois, là, je suis au bureau, il fait super beau. Je peux, si j'ai 7-8 coups de fil à passer, prendre mon téléphone, mes écouteurs, partir marcher, et puis passer 2 heures à marcher, à passer des coups de téléphone. Donc ça, je le fais souvent. Okay. Je le fais très souvent. Le week-end, je vais souvent marcher aussi ou randonner, que ça soit 1 heure, 2 heures. Finalement, tu te rends compte que faire de l'activité physique, ça prend pas tant de temps que ça dans une journée. On passe beaucoup plus de temps à faire d'autres trucs. Donc moi aujourd'hui, mes passions, oui, c'est le sport. J'adore être dans la nature. Tu vois, j'adore la montagne, j'adore contempler le ciel. J'ai un télescope. Enfin, voilà, c'est des choses qui me plaisent énormément. Après, il y a des choses que je fais un petit peu moins, tu vois. Je sors un peu moins avec mes amis, je fais un peu moins de soirées, parce qu'on peut pas tout faire. J'ai réussi à gagner du temps pour mes loisirs aussi en n'ayant plus de télé depuis 3 ans. C'est un truc que je voulais essayer. Du
coup, j'ai plus de télé depuis 3 ans. Je regarde quand même les informations. J'écoute les informations. Je regarde des séries. Je suis normal. Par contre, j'ai remarqué que j'avais quand même plus de temps parce que je passais beaucoup de temps à regarder des choses qui servaient à rien. Et du coup, ouais, non, j'ai beaucoup de passion. J'adore le paddle. Ah, le paddle, ouais. Énorme. Ouais. S'il y en a qui vont au Grand Large ou à Miribel faire du paddle, vous me verrez souvent. Et puis finalement, quand tu fais ta journée, si tu démarres tôt le matin, tu peux partir à 16-17 heures, aller te faire 1h30, 2 heures de loisirs. Et l'avantage d'aimer la marche, la rando, le paddle ou le sport, c'est que finalement, c'est pas énormément de logistique et tu peux, si t'as 1 heure de libre, tu peux en faire. Donc, Oui, et puis même d'autres sports, hein, tu sais, tu prends des baskets de course et ouais. bim, tu vas courir une demi-heure. Ouais, c'est ça, facilement exactement. réalisable, tu vois, pendant ta pause de midi. Ouais, exactement. T'es pas avec les collègues, tu papotes pas, Ouais. voilà, tu fais du sport. Ouais, et Ok. puis enfin, je pense que les investisseurs, on est un peu tous pareils. J'ai l'impression qu'on est un peu tous dynamiques quand même. On aime un peu tous le sport. Et finalement, je trouve que le sport t'aide aussi. C'est des moments où tu peux réfléchir. Moi, quand je cours, je suis sur mon paddle, je me pose les bonnes questions. Je vais des fois penser à mes dossiers. Ça me donnait des réponses à des questions que je me posais que j'arrivais pas à trouver devant mon ordinateur. Et je trouve finalement que je vais presque être plus performant quand je prends 1 heure dans ma journée, même si je l'enlève de mon temps de travail. C'est-à-dire que si je suis 8 heures au bureau et qu'au lieu de bosser 8 heures, j'en bosse que 7, mais que la 8e heure, je suis allé faire du sport, eh ben, je vais être plus performant. Le midi, je m'explique, tu vas courir une demi-heure, ta pause est un peu plus longue. Pour autant, l'après-midi, du coup, t'es super bien. T'as fait ton sport, t'es content, t'as vu l'extérieur. Alors que mange devant ton ordinateur et reprends, t'as pas envie, en fait. Ouais, t'as envie de siester. Ouais, c'est ça. Puis je compléterais même. Tu vois, moi, je compléterais dans le sens où moi, j'étais à fond dans la productivité. Et dès que je partais courir comme ça, dès que j'allais randonner, dès que j'allais faire du sport ou quoi, je mettais directement mes écouteurs, un podcast. Tu vois, jamais de musique, mais un podcast. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu vas marcher, que tu vas randonner ou même que tu vas courir sans écouteurs, peut-être de temps en temps, et ben c'est là où tu trouves des solutions à, tu vois, à tes problématiques du moment. Et ça, voilà, notez que voilà, pas forcément avoir tous les écouteurs. On cherche tous à être productif, voilà, le plus productif possible, mais voilà, débrancher des fois un petit peu le cerveau comme ça. Au début, tu vas penser à rien, et après, bah, t'as des solutions qui vont venir toutes seules. Ou tu vas penser à d'autres choses. Ok, donc ouais, pas mal de passion, pas mal de sport surtout pour essayer de rester en forme. Et j'ai une dernière question dans le podcast. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Être heureux. Être heureux? Et tu... Ouais. Ouais. Moi, alors réussir sa vie, c'est d'accomplir ses rêves. Enfin, c'est un peu bateau comme réponse, mais la réalité, elle est là. Il faut se donner les moyens d'accomplir ses rêves. Et puis si t'accomplis tes rêves, t'es heureux. Ouais, pour moi, c'est ça réussir sa vie. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie pour tes visions. Je te remercie aussi pour le partage d'expérience. C'était hyper enrichissant. Moi déjà j'ai trouvé, donc je pense que ce sera aussi le cas pour les auditeurs. Ben, j'espère, c'est avec plaisir. Et puis écoute, on se dit à une prochaine. Ouais, avec grand plaisir et merci de m'avoir invité. Salut. Merci à vous. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!